Le serment de Samia Suluhu n'a pas été prononcé devant un peuple libre, mais derrière des murs d'acier, sous le cliquetis des armes et la lumière crue des projecteurs. Les caméras, sont limitées à quelques angles, ont montré des uniformes muets, pas une seule main levée, ni un chant partagé. Ibrahim Traoré demande comment un serment né de la peur pourrait-il incarner la voix d'une nation. Au-delà de cette scène verrouillée, c'est une Afrique entière qui retient son souffle avant de parler. Ce que révèle Ibrahim Traoré dans ses premiers mots dépasse un simple discours. C'est un acte d'avertissement adressé à tout un continent. Il promet de rappeler au peuple d'Afrique que le pouvoir ne tire pas sa légitimité des armes, mais de la confiance qu'il inspire. La véritable promesse, dit-il, est de rendre la parole à ceux qu'on a réduits au silence, un engagement qui coûte plus cher que l'or, mais qui vaut la paix des générations à venir. Si ce message trouve un écho, c'est parce qu'il touche la peur la plus profonde des nations, celle d'oublier leur propre voix. Dans un monde où les serments se prononcent entre murs et canons, chaque mot devient un risque. Chaque vérité, un acte de résistance. Et c'est précisément ce risque que Ibrahim Traoré choisit d'assumer, transformant le discours en miroir où l'Afrique peut se regarder sans phare. Le dévoilement survient dès les premières minutes. Ce que beaucoup prenaient pour une cérémonie d'unité s'est révélé être une mise en scène de la peur. Ibrahim Traoré souligne, chiffres à l'appui, qu'en seulement 12 minutes de diffusion, la télévision nationale tanzanienne s'est tue, preuve que la vérité, elle aussi, était sous censure. Ce détail presque anodin devient le fil conducteur d'un récit plus vaste. Celui d'un pouvoir enfermé dans ses propres murs, coupé du souffle de son peuple. Dans le hall militaire de Dodoma, aucun hymne n'a été chanté. Les invités, triés sur le volet, n'étaient pas là pour représenter la nation, mais pour s'incliner. Les applaudissements, montés artificiellement après coup, masquaient le silence d'une foule dispersée par les gaz lacrymogènes. Pour Ibrahim Traoré, cette scène n'est pas un incident isolé. Elle incarne le symptôme d'une Afrique où l'autorité s'impose encore par la peur. Au-delà de la Tanzanie, ce qu'il dénonce touche tout le Sahel, tout l'Est africain et jusqu'aux capitales où les dirigeants signent des accords loin des cris de la rue. Le président burkinabé y voit une fracture. D'un côté, des peuples qui réclament la dignité, de l'autre, des élites prisonnières des réflexes hérités de la colonisation. Ce contraste, mis en lumière par Traoré, n'est pas qu'un affrontement politique, mais une lutte pour la mémoire. Car la véritable question n'est pas seulement qui gouverne, mais qui ose encore écouter. À travers son ton mesuré, presque froid, Ibrahim Traoré ne cherche pas à humilier un pays voisin. Il met en garde contre le piège qui attend tous les autres. Un serment sans peuple, dit-il, n'est pas un serment, c'est un aveu. Et dans cet aveu résonne le dilemme d'un continent, choisir la transparence ou continuer à respirer derrière les murs du silence. Dans cette histoire, la figure d'Ibrahim Traoré devient le fil rouge, non pas comme un sauveur, mais comme un témoin. Soldat devenu chef d'État, il parle avec la sécheresse du terrain et la précision d'un témoin oculaire. La peur, dit-il, ne disparaît pas avec un drapeau, elle change seulement de visage. Son discours, souvent perçu comme radical, puise sa force dans un constat simple. Quand un président prête serment sous les armes, ce n'est pas la sécurité qu'il protège, mais la distance qu'il impose entre lui et son peuple. Les premières réactions ne se font pas attendre. À Ouagadougou, les rues murmurent son nom comme un symbole d'insoumission. À Nairobi, des étudiants partagent son discours sur les réseaux, le qualifiant de leçon d'intégrité. Même à Dar es Salaam, certains journalistes exilés quittent ces mots pour expliquer ce que signifie vraiment reprendre la parole. Ce n'est pas une croisade contre la Tanzanie, mais un miroir tendu à tous les gouvernements du continent. Pour Ibrahim Traoré, chaque mot prononcé est une étincelle. Il sait que parler aujourd'hui, c'est déjà risqué, mais il choisit le risque parce qu'il sait qu'un silence collectif finit toujours par coûter plus cher qu'une vérité isolée. Et dans cet écho fragile naît une certitude. Ce combat n'est plus celui d'un homme, mais celui d'une génération décidée à ne plus confondre stabilité et soumission.
Tout commence à Dodoma ce matin-là dans un silence qui ne trompe personne. Les drapeaux sont suspendus dans l'air immobile, les soldats alignés comme des ombres. Lorsque Samia Suluhu entre dans la salle, les caméras changent d'angle, les micros s'ajustent et la cérémonie s'ouvre sans le peuple. Le protocole avance, mécanique, chaque geste chronométré pour éviter le moindre imprévu. Mais au dehors, le pays bouillonne. À quelques kilomètres de là, des milliers de Tanzaniens tentent de s'approcher du site. Les routes principales sont bloquées, les bus stoppés, les journalistes maintenus à distance. Quand la télévision coupe sa diffusion après 12 minutes, personne ne comprend d'abord, puis les messages affluent. Ils ont coupé le son, on ne voit plus rien, ce n'est pas une panne, c'est une décision. Ibrahim Traoré, depuis Ouagadougou, suit la scène à travers les fragments diffusés sur les réseaux. Il reconnaît les signes, ce n'est pas une inauguration, c'est une barricade politique. Dans son discours ultérieur, il cite ces 12 minutes comme le symbole d'une fracture entre pouvoir et peuple, entre écran et réalité. Et quand il dit « une promesse derrière les murs est déjà un aveu », la phrase se répand comme une onde. Les heures suivantes, les forces de l'ordre dispersent les foules. Des témoins racontent des arrestations, des disparitions, des gaz lacrymogènes. Les médias indépendants, eux, se taisent l'un après l'autre. Les rares images qui sortent du pays montrent des rues vides, mais aussi des téléphones brandis comme des torches. L'Afrique regarde et comprend que l'événement dépasse la Tanzanie. Dans les capitales voisines, les réactions s'enchaînent. Messages diplomatiques, félicitations officielles, communiqués prudents. Mais sur les réseaux, une autre Afrique parle, celle que Traoré incarne. Une Afrique qui se demande à voix haute combien de temps encore elle devra applaudir derrière les barrières. Ce moment devient un tournant. La scène de Dodoma, censée montrer la stabilité, devient le miroir d'un continent fracturé. Pour Ibrahim Traoré, c'est là que le récit bascule. Ce n'est plus seulement une affaire de frontières ou d'élections, mais une question d'âme. Chaque minute de silence télévisé, chaque applaudissement enregistré devient un symptôme. Il le répète, la peur n'est pas un régime, c'est une prison. Et tandis que les drapeaux retombent, un autre vent commence à souffler. Celui d'une Afrique qui, lentement, rouvre les yeux. Ibrahim Traoré ne parle pas en slogan, il parle en chiffres. Dans ses analyses, chaque donnée devient un témoin. Selon Amnesty International, plus de 40 personnes ont été arrêtées lors des manifestations précédant la cérémonie de Dodoma. Ce nombre, modeste à première vue, cache un autre indicateur. Plus de 70% des comptes de presse indépendants ont cessé d'émettre dans les 72 heures suivantes. Une coupure d'information d'une telle ampleur équivaut dans les standards africains à une panne nationale de conscience. Pour Traoré, ces chiffres ne sont pas des abstractions, ils révèlent une mécanique. Chaque silence médiatique crée une zone d'ombre où la peur se propage comme un virus. En comparant les réactions à celles observées au Burkina Faso en 2022, il rappelle qu'une coupure d'information de plus de 48 heures multiplie par 3 la désinformation en ligne. L'absence d'un récit officiel nourrit alors les rumeurs et les rumeurs deviennent la loi du moment. Les observateurs internationaux confirment ces dérives. Des rapports de DW et d'Al Jazeera indiquent que plus de 15% du contenu télévisé a été reconstruit après montage, notamment les séquences d'applaudissements et de discours officiels. Traoré s'appuie sur ces preuves pour illustrer une fracture morale. Quand les applaudissements sont ajoutés en post-production, c'est le peuple qu'on a effacé, pas le bruit. Les données économiques donc viennent compléter le tableau. Selon la Banque africaine de développement, la Tanzanie a perdu 2,4% de productivité dans les secteurs portuaires pendant la semaine de la crise, conséquence directe des perturbations politiques. Traoré y voit une leçon, chaque gouvernement qui censure perd plus qu'il ne protège, les chiffres ne mentent pas, la peur coûte cher, plus cher qu'une grève, plus cher qu'un discours libre. Mais la statistique la plus éloquente reste celle qu'on ne mesure pas, le nombre de voix réduites au silence. Traoré insiste, derrière chaque pourcentage se cache un citoyen, derrière chaque courbe un visage. En ramenant les données à l'échelle humaine, il rend tangible l'abstraction du pouvoir. Ses adversaires le jugent excessif, pourtant ces preuves démontrent qu'il ne s'agit pas d'émotion mais de méthode.
À travers son approche, le soldat président transforme les chiffres en munitions intellectuelles et l'arithmétique devient une arme contre la peur. Ainsi, le delta entre le discours officiel et la réalité observée ne cesse de s'élargir. Et plus cet écart croît, plus la légitimité vacille. Ibrahim Traoré le résume en une phrase: là où la vérité recule d'1%, la dépendance avance de 10. La statistique devient morale, la donnée conscience. Certains dirigeants africains défendent pourtant Samia Suluhu. Ils affirment que la cérémonie fermée était une nécessité de sécurité, non un symbole de peur dans un contexte régional instable, explique Inil. Un attentat ou une infiltration aurait pu transformer un moment solennel en tragédie. Selon eux, juger cet événement à travers le prisme d'Ibrahim Traoré revient à ignorer les réalités locales et les menaces qui pèsent sur la région des Grands Lacs. D'autres avancent un second argument, l'ordre avant la transparence. Ils rappellent que la stabilité politique reste la première condition du développement et que montrer la force du pouvoir rassure les investisseurs. Un serment dans une caserne, disent-ils, vaut mieux qu'un chaos sur une place publique. Ce raisonnement, souvent entendu, s'appuie sur la conviction qu'un État fort protège mieux qu'une démocratie fragile. Mais Ibrahim Traoré démonte ses thèses sans invective. Il reconnaît le droit de chaque nation à choisir sa méthode de sécurité, mais il souligne le glissement progressif. Quand la peur devient protocole, la confiance meurt. Il cite l'exemple du Burkina Faso, où chaque discours public tenu sans barrière a renforcé le lien entre peuple et armée, au lieu de l'affaiblir. Pour lui, le courage politique consiste à risquer la lumière, pas à la redouter. Le débat qu'il ouvre n'est donc pas une condamnation, mais une invitation. L'ordre sans légitimité, dit-il, finit toujours par s'écrouler sous son propre poids. Les murs de Dodoma peuvent protéger un instant, mais ils ne peuvent pas cacher l'écho des consciences éveillées. Et c'est là, dans cette nuance entre prudence et soumission, que Traoré frappe juste. Il ne demande pas de renverser, mais de regarder. Regarder ce que devient un serment lorsqu'il s'éloigne de ceux qu'il prétend servir. Personne n'est à l'abri du miroir. Et c'est par cette phrase qu'Ibrahim Traoré relance le débat au milieu du tumulte. Ce n'est plus seulement la Tanzanie qu'il évoque, mais l'ensemble des gouvernements africains qui, sous prétexte de stabilité, ont bâti leur palais sur la crainte de leurs citoyens. Le point de bascule est là. Quand la sécurité devient justification, la souveraineté se vide de sens. Dans ce moment charnière, Traoré révèle ce que beaucoup redoutaient. La peur n'est plus un outil de contrôle, c'est un mode de gouvernance. Et tant que ce modèle perdure, aucun pays ne peut se dire libre, car il ne répond plus à son peuple, mais à la peur qu'il entretient lui-même. Pour lui, la crise de Dodoma n'est qu'un symptôme. La maladie véritable, c'est la soumission à l'invisible. Il n'élève pas la voix, mais ses mots claquent comme des ordres moraux. Un pouvoir qui se cache finit toujours par se perdre. Cette vérité prononcée sans colère scelle la première moitié du récit, celle où l'observateur devient acteur et où la lucidité remplace la prudence. Les mots d'Ibrahim Traoré n'ont pas seulement provoqué un débat, ils ont déclenché une onde de choc dans tout le continent. À mesure que son discours circulait, les réactions se sont divisées en 4 cercles d'impact, 4 visages d'une même vérité. 1. Les nations voisines. Au Kenya, en Zambie et au Malawi, les réseaux sociaux se sont embrasés sous le mot-clé Theater Not in My Name. Des milliers d'internautes ont dénoncé le soutien diplomatique accordé à Samia Suluhu. Ce simple hashtag est devenu une tribune populaire. En 48 heures, plus de 600 000 partages ont été recensés, forçant plusieurs chancelleries à tempérer leurs félicitations officielles. Pour la première fois, la rue numérique a corrigé la parole d'État. 2. Les dirigeants politiques. Certains, inquiets de la tournure des événements, ont adopté une prudence nouvelle. Au sein de la CEDEAO, plusieurs chefs d'État ont reconnu que le modèle de stabilité par la peur montrait ses limites. D'autres ont choisi le silence, préférant laisser le tumulte s'éteindre. Mais le silence, ici, sonnait comme une réponse. Il confirmait la justesse du diagnostic de Traoré. 3. Les citoyens. Dans les quartiers populaires de Dar es Salaam, des affiches artisanales portant la phrase « Le peuple n'a pas besoin de murs pour respirer » sont apparues. Les étudiants, les travailleurs et même certains soldats ont commencé à évoquer à voix basse la question du serment public.
Les discussions se sont propagées jusque dans les radios communautaires. Le chiffre est modeste, 32 stations locales, mais il traduit un phénomène plus large. La peur recule lentement mais sûrement. 4. Les partenaires extérieurs. À Bruxelles, Paris et Washington, les chancelleries ont analysé le discours de Traoré comme un signal de défiance géopolitique. Les diplomates parlent désormais d'un tournant panafricain, redoutant une contagion d'indépendance narrative. Mais pour Traoré, cette contagion est précisément le but, redonner aux Africains le droit de nommer leurs propres blessures. Dans chaque capitale, la même tension s'installe. Soutenir la vérité sans perdre l'équilibre. Les répercussions économiques sont palpables. Les marchés régionaux ont enregistré une baisse moyenne de 1,8%, conséquence directe du climat d'incertitude. Mais dans les rues de Ouagadougou, d'Accra ou de Bujumbura, c'est un autre indicateur qui prime, la fierté retrouvée. Les peuples comprennent désormais qu'une voix libre peut valoir plus qu'un traité signé. Et c'est ce constat, plus que les statistiques, qui marque la véritable victoire d'Ibrahim Traoré, celle d'avoir transformé la peur en conversation. Ibrahim Traoré ne s'arrête pas au constat, il projette 3 trajectoires possibles pour la région. Chaque scénario, dit-il, dépend moins de la force des armées que du courage moral des gouvernants. 1. Le scénario de base, la stabilisation prudente. Dans cette hypothèse, la Tanzanie maintient un calme apparent. Les médias restent sous contrôle, mais certaines réformes symboliques, libération partielle de prisonniers, assouplissement de la censure, servent de soupape. La communauté internationale y verrait un retour à la normalité, alors qu'en réalité, la peur serait simplement devenue institutionnelle. Ce scénario préserverait la façade sans soigner la racine. 2. Le scénario optimiste, la transparence retrouvée. Traoré imagine une rupture initiée de l'intérieur. Une ouverture politique, même limitée, pourrait redonner confiance à la jeunesse et restaurer l'honneur des institutions. Les chiffres montrent qu'une augmentation de 15% de la liberté de presse peut stimuler de 2% la croissance annuelle. Mais au-delà des statistiques, ce scénario suppose un acte rare, un dirigeant qui accepte de se montrer vulnérable devant son peuple. Celui qui ouvre la place publique, dit Traoré, ouvre aussi la voie à l'histoire. 3. Le scénario pessimiste, la contagion du silence. Si la peur l'emporte, le modèle de Dodoma pourrait s'étendre à d'autres capitales. Les cérémonies sous escorte, les serments derrière les murs deviendraient la norme. L'Afrique, au lieu de se libérer, s'habituerait à respirer sous surveillance. Les économies ralentiraient, les sociétés civiles se replieraient et l'idée même de souveraineté s'éroderait. Pour Ibrahim Traoré, le choix entre ces 3 voies repose sur une simple équation. Si la peur continue, la fracture s'élargit. Si la confiance renaît, la reconstruction commence. Son message ne condamne pas, il conditionne. Si tu veux la stabilité, montre ton peuple. Si tu veux la paix, regarde-le. Ainsi se dessine le futur, non pas dans les chiffres, mais dans le regard de ceux qui n'ont plus peur. Au-delà des analyses et des chiffres, Ibrahim Traoré cherche à atteindre quelque chose de plus profond, la conscience du spectateur. Car ce récit, bien qu'ancré en Tanzanie, parle à chaque citoyen africain qui a déjà vu une porte se refermer sur la vérité. Il ne s'adresse pas seulement aux gouvernants, mais à ceux qui regardent, qui partagent, qui doutent, ceux dont le silence façonne le destin collectif. Il rappelle que la peur n'a pas besoin de barreaux pour exister, il suffit d'un regard détourné, d'une conversation évitée, et si chacun continue à dire « cela ne me concerne pas », alors la peur trouvera toujours un refuge. Mais l'inverse est vrai aussi, une voix levée, une seule, peut fissurer le mur du silence. Dans ses discours, Traoré évoque souvent les mères et les jeunes, ces 2 forces qui portent la mémoire et l'avenir. Les mères, dit-il, ne réclament pas des révolutions, mais la sécurité de voir leurs enfants grandir libres. Les jeunes, eux, ne demandent pas des promesses, mais des preuves. Ce sont eux les véritables gardiens du serment populaire. À ce moment du récit, le spectateur comprend que le message dépasse la politique. Il touche la dignité même d'exister sans peur. L'émotion se transforme en responsabilité. Ibrahim Traoré ne veut pas être applaudi, il veut être compris et que chacun, devant son écran, se demande « Et moi, que ferais-je si ma voix comptait vraiment ?» Ibrahim Traoré ne s'arrête pas au constat ni au blâme. Il trace une feuille de route pragmatique, une série d'étapes simples mais exigeantes pour transformer la colère en construction. Première étape,
libérer la parole, permettre aux médias locaux et communautaires de fonctionner sans autorisation préalable. Une information libre, dit-il, n'est pas un danger, c'est un vaccin contre la manipulation. Deuxième étape, reconstruire la confiance civique, créer des forums publics où citoyens, militaires et représentants échangent sans crainte. Ce modèle testé à Ouagadougou a réduit de 25% le taux d'incidents lors des manifestations. Quand le peuple parle, les armes se taisent, aime à répéter Traoré. Troisième étape, régionaliser la solidarité. Les crises ne connaissent pas de frontières. Alors les réponses ne doivent pas en avoir non plus. Les États africains doivent partager des mécanismes d'alerte et de médiation sans attendre les injonctions extérieures. Le continent doit apprendre à se protéger par lui-même. Quatrième étape, redéfinir la souveraineté. Traoré plaide pour une souveraineté de conscience, ne plus confondre indépendance et isolement, autorité et méfiance. La vraie souveraineté, dit-il, est celle qui fait confiance à son peuple. Cette feuille de route ne promet ni miracle ni victoire immédiate, mais elle ouvre une direction, celle d'une Afrique qui choisit la vérité comme stratégie et non comme exception. Et dans cette direction, Ibrahim Traoré voit le seul avenir durable, celui où la peur n'est plus un outil, mais un souvenir. Lorsque le silence retombe après son discours, Ibrahim Traoré ne se présente pas en héros. Il se tient simplement droit, comme un soldat qui sait que la vérité ne se crie pas, elle se porte. Son regard fixe et calme rappelle celui d'un homme qui parle au nom d'une mémoire partagée, non d'un trône. Il évoque alors les visages entrevus à Dodoma, ces citoyens que personne n'a filmés mais que tout le monde devine. Pour lui, ce sont eux les véritables gardiens de l'Afrique, ceux qui n'ont pas fui, ceux qui ont simplement levé la tête quand tous semblaient s'effondrer. Il ne parle plus de la Tanzanie ni du Burkina Faso, il parle d'un continent qui apprend à se reconnaître dans ses cicatrices. Nous avons appris à transformer les chaînes en leçons, dit-il doucement, et cette phrase devient un écho. La douleur n'est plus honteuse, elle devient identité. Ibrahim Traoré conclut sans emphase, mais avec gravité. Celui qui n'a plus peur de la vérité est déjà libre. Dans le silence qui suit, on entend non pas une fin, mais une promesse, celle d'une Afrique qui respire enfin à voix haute. Ibrahim Traoré ne conclut pas par un ordre, mais par une invitation. Il demande à chaque spectateur, chaque lecteur, de ne pas laisser ce récit se dissoudre dans l'émotion. La liberté, dit-il, ne grandit pas dans les discours, mais dans les gestes répétés. Écouter, témoigner, refuser le mensonge ordinaire. Il ne propose pas une révolution, seulement une vigilance quotidienne. Partager la vérité, corriger une rumeur, questionner un pouvoir, ce sont là les armes du citoyen. L'Afrique, rappelle-t-il, ne sera pas sauvée par les héros, mais par les consciences éveillées. À ceux qui l'écoutent, il tend un miroir plus qu'un étendard. Le futur, selon lui, n'appartient ni aux plus forts, ni aux plus riches, mais à ceux qui osent se souvenir. Et quand la mémoire devient courage, la peur perd sa langue. Ainsi s'achève ce long appel, non à la colère, mais à la lucidité. Une lucidité tranquille, contagieuse, capable de reconstruire ce que la peur a détruit. Ne restez pas spectateurs, conclut Ibrahim Traoré, car l'avenir commence à l'instant où quelqu'un choisit d'écouter.